suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à l'international et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de En dehors de ma surface. En dehors de ma surface, c'est le premier podcast où on discute foot, voyage, expatriation, expérience de vie avec des acteurs du football. Aujourd'hui, notre invité est Lionel Samba, jeune défenseur de 22 ans qui évolue actuellement en Albanie. Lionel, son rêve, c'était de devenir joueur professionnel, coûte que coûte. Rien ne pouvait l'en empêcher. Ni sa famille à la base un petit peu sceptique, ni les agents véreux qu'il a pu rencontrer, ni le racisme dans les différents pays où il a évolué. Et oui, il a déjà évolué dans 5 pays. Le Congo où il est né, la France où il a grandi, et puis son périple à travers l'Europe de l'Est, la Roumanie, la Bulgarie et aujourd'hui l'Albanie. J'ai décidé de séparer cet épisode en 2 parties. Une première où Lionel nous fait voyager à travers ses expériences et nous explique ses raisons et les choix qui l'ont poussé à partir en Europe de l'Est. Et une deuxième partie à partir de la 33e minute où Lionel se confie plus longuement sur le racisme qu'il a pu rencontrer dans ces pays. Vous allez voir que c'est une toute autre facette du voyage. Bonne écoute. Bonjour Lionel Samba, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien. Ouais, je suis très content d'avoir un peu de temps pour discuter avec toi. On va voir qu'on va voyager. Malgré ton jeune âge, on va beaucoup voyager. Tu es parti à Créteil et après un moment, tu as décidé de partir de France à l'âge de 19 ans, en 2018. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce moment charnière, ce choix que tu as dû faire si jeune ? En vrai, pour expliquer le choix, il faut revenir un petit peu avant. C'était quand j'étais en 17 nationaux. J'avais pas mal de possibilités d'aller à l'étranger. Je devais faire un essai à Paderborn en Allemagne. En fait, j'avais plusieurs essais à passer à l'étranger. Je devais aller à Braga aussi à l'essai, mais mon père, il n'était pas pour parce que j'avais pas encore le bac. Donc du coup, voyager, quitter la France sans avoir une petite sécurité au niveau des études, c'était vraiment pas envisageable pour mon papa. Donc du coup, je suis resté en France et quand j'étais à Créteil, j'étais encore à l'école, donc j'ai pu avoir mon bac. J'ai pu avoir mon bac et à partir de là, j'ai dit à mon père que bah voilà, moi c'est vraiment ce que je vais faire. Il m'a laissé une année sabbatique entre guillemets et du coup cette année je m'entraînais en plus. Et à la fin, l'objectif c'était de trouver un club professionnel et signer un contrat professionnel parce qu'à Créteil, c'était très compliqué pour les jeunes à ce moment-là et je pense que ça l'est toujours encore un petit peu parce que je regarde des collègues de ma génération 99, il y a quasiment personne qui a émergé à Créteil. Et donc, du coup, j'ai pris la décision de. J'avais envie de jouer pour une équipe première, donc du coup, j'ai pris la décision de partir à l'étranger, parce qu'en France, c'était compliqué. Ok, donc à un moment, tu t'es dit, là maintenant, je suis un peu bloqué en France, même si malgré mon jeune âge, je préfère partir à l'étranger plutôt que essayer de jouer dans une division inférieure. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, il faut dire que j'ai pas forcément l'opportunité aussi si par exemple j'avais une opportunité en national, ouais, j'aurais réfléchi et je serais même peut-être resté. Mais à ce moment-là, c'était pas le cas, donc du coup, je me suis tourné vers l'étranger. Et comment on se tourne vers l'étranger à 19 ans dans ce milieu du football ? Qui s'est rapproché de toi en tout cas ? À ce moment-là, c'est vrai que j'ai pas mal de contacts dans le foot. C'était plus des anciens qui ont joué au foot et tout, qui essaient de m'aiguiller, en fait, qui essaient de faire parler leur carnet d'adresse pour moi. Et par hasard, sur Instagram, j'ai rencontré un monsieur, Florent Lacasse. C'est un athlète de base, hein. C'est un athlète qui a fait les Jeux Olympiques, il me semble, et qui était en équipe de France d'athlétisme aussi. Et donc, du coup, lui, il est venu vers moi, on a discuté, et puis il m'a proposé d'aller faire un essai en Roumanie. Du coup, il y avait un contrat pro à la clé. Donc, du coup, c'est vrai qu'à cette période-là, j'ai eu pas mal de déceptions parce que j'avais pas mal d'essais à passer, mais à chaque fois, il y avait un problème qui clochait. Par exemple, Paderborn, ils m'ont demandé de remplir des papiers, mais je les ai remplis après plus de suite. Je devais aller en Écosse aussi, mais à la dernière minute, ça tombe à l'eau. Donc, du coup, je me suis dit, le mercato est passé. Puis, au bout d'un moment, j'étais obligé de trouver quelque chose. Donc, du coup, je suis allé en Roumanie. Ok. Et, euh, et la Roumanie, tu savais quoi de la Roumanie avant de prendre l'avion ? Je savais quoi de la Roumanie? Je connaissais Adrian Mutu, c'est tout. Je connaissais un peu la capitale, mais sinon, c'est tout, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Et ça se passe comment la confiance en cette personne, en Florent, mais aussi au club qui allait t'accueillir ? Tu pars vraiment dans l'inconnu ou comment tu sais que Non, tu pars dans des bonnes conditions ? franchement, moi, je suis tellement déterminé, déjà pour te dire la vérité, que, tu sais, j'ai mis 48 heures en bus pour y aller. Ah ouais, t'es allé en bus. Parce que je suis allé en bus parce qu'à cette période-là, ben, j'avais pas forcément la possibilité de payer un billet d'avion parce que c'était hors de prix à ce moment-là.
Et donc, du coup, bah, j'ai dit à ma maman, écoute, maman, prête-moi, c'était 150 euros, prête-moi 150 euros. Et puis, j'avais que l'aller, hein, donc ça veut dire mon essai, il était obligé d'être concluant. Et j'ai dit au mec, écoute, j'arrive, mais je vais mettre 2 jours et demi à arriver, j'arrive en bus. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors là, franchement, le bus, c'était galère. Je suis passé par l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, enfin bref, c'était vraiment, vraiment galère. Et du coup, finalement, je suis arrivé tard, tard dans la nuit. Et le lendemain, j'avais un match et je savais qu'il fallait casser la baraque quoi, pour rester. Ah ouais. Parce que c'était une ville, le club c'est Foresta Suceava, Suceava, c'est Suceava, ça. à 500 kilomètres à peu près de Bucarest. Donc ouais, tu te retrouves dans C'est une ça. ville au milieu de la Roumanie, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, franchement, je suis arrivé assez rapidement en Roumanie, mais enfin, Suceava, la ville, c'était hyper loin. J'ai passé Bucarest, Cluj, etc. Moi, je pensais que j'allais arriver en Roumanie. Bon, ça allait être Ouais, mais c'est pas loin. loin de Bucarest, où ça allait être tranquille. Mais là, franchement, c'était en plus, il fallait faire des changements de bus, prendre des petits bus roumains. Ah, c'était vraiment compliqué, Et tu disais mais quoi à ce je savais moment-là? que j'avais pas le choix. Bah, je, je me disais rien. Je savais que je devais arriver là-bas, tout simplement, parce que je pouvais pas me permettre d'être bloqué. En plus de ça, j'ai même pas de connexion Internet, pour te dire. Donc, chaque fois qu'on s'arrêtait quelque part, j'essayais de gratter un peu la Wi-Fi et tout. Donc, c'était vraiment compliqué. Et toi, tu parlais anglais ou tu parles anglais? Non, je parlais pas du tout anglais à cette époque-là. J'étais vraiment nul à l'école en anglais, donc c'était compliqué. J'ai des petites bases, mais Et donc, ouais, donc c'est un club de troisième division roumaine. c'est ça. Et donc là, tu fais cet essai qui se passe plutôt bien. Ouais, Et donc, on te propose un contrat. On te dit, est-ce que tu veux rester ici à ouais, c'est Souceava? ça. En fait, eux, ils étaient en D2. Ils sont redescendus en D3. Ils avaient l'objectif de remonter avec un projet assez cohérent. Il y avait quelques étrangers, dont un Italien qui avait joué à la Roma quand même. Matteo, il s'appelle. Donc, du coup, c'était assez cohérent. Et puis, moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah écoute, ok, c'est une D3, sachant que la D3 roumaine, c'est vraiment pas mal. Il y en a peu qui le savent, mais c'est vraiment pas mal. Le niveau, il est pas mal. Sous Chavo, on avait la chance d'être dans de bonnes conditions. Donc, c'était vraiment plutôt pas mal. Et donc, du coup, ils m'ont proposé quelque chose. J'ai pas forcément longtemps réfléchi parce que j'avais pas grand-chose. Et quand c'est comme ça, on peut pas faire le fier. Donc, du coup, j'ai accepté. Et puis, voilà. Et puis, c'était parti. Et puis, moi, de toute façon, dans l'idée, c'était de me faire voir et puis grimper au niveau des échelons. C'était pas mourir là-bas en Détroit, quoi. C'est ça. Et après, on va continuer dans cette carrière qui a commencé, donc, ce voyage en 2018, donc il y a 3 ans. Et donc, dans cette équipe, comment tu échanges avec le président? Comment on t'explique ce projet sportif? Comment tu arrives à t'imprégner de tout ça? Bah, en fait, ça se faisait plus par le biais du monsieur qui m'a ramené là-bas, Florent Lacasse. C'est lui qui faisait l'intermédiaire, en fait, parce que moi, le président, il parlait anglais très, très bien, mais moi, mon anglais, je pouvais pas comprendre vraiment le projet, parce qu'après, c'est des termes et c'est des notions bien spécifiques. Donc, du coup, moi, j'avais un anglais basique. Et puis après, il parlait italien, mais je parle pas italien du tout, donc c'était par le biais de Florent qui m'expliquait en français. Et puis, il y avait comment dire ça, un Italien qui vivait à Marseille. Et du coup, lui, il comprenait très bien bah, l'italien. Et puis, il m'expliquait en français aussi. Donc, j'ai pu comprendre par. Donc, plutôt bien accueilli. C'est ça, plutôt bien accueilli. Ouais. Et tu vivais où parce que tu es resté 1 an finalement en Roumanie? Je suis resté 4 mois. Je vivais à l'hôtel. Je vivais à l'hôtel. Ok. Et ça va, t'étais content d'être là? Ouais, moi, j'étais content, motivé. Et puis, de toute façon, là, je me disais, bah voilà, tu es dans des conditions, on te demande juste de faire du foot. Et puis, là, enfin, ils s'occupaient de tout. Moi, j'avais juste à être focus sur mon travail et puis casser la baraque, c'est tout. C'est tout ce qui m'animait, en fait. Et t'as rencontré du monde, les gens ils étaient sympas avec toi, les autres joueurs? C'est ça, c'est ça. Les gens, ils étaient sympas, franchement, dans l'équipe. Pas de problème, c'était hyper cool, tranquille. Et après, moi, je suis quelqu'un de. Dès que je vais dans un pays, j'essaie de m'intégrer en essayant de comprendre la langue, de parler la langue. Donc, du coup, comme ils voyaient que j'essaie de faire des efforts, ils étaient cool avec moi. Ouais. Mais et donc vous étiez deux joueurs étrangers de l'équipe. Alors, il y avait Matteo, l'italien, il y avait. Bah, les deux Matteo, c'était des Italiens, puis il y avait un Français, Fares, qui venait de Marseille aussi.
Et donc là, toi, ouais, t'es resté 4 mois et après tu t'es dit, vas-y, je vais continuer à voyager, je vais gravir des échelons petit à petit. C'est ça, c'était ça le projet. Après, je suis resté 4 mois, c'était malgré moi, parce qu'en fait, il y a eu un coach français qui est arrivé, Monsieur Selim Benachour. Selim Benachour est arrivé pour entraîner cette équipe de troisième division roumaine. C'est ça, tout à fait. Pourquoi? C'était qui derrière tout ça? Pourquoi il y avait un gros projet derrière? Ouais, il y avait un gros projet. Après, si Monsieur Selim Benachour, tout grand comme il est, monsieur, il peut pas venir comme ça dans une troisième division juste pour dire qu'il vient. C'est qu'il y avait quelque chose, c'est qu'il y avait un projet. Et puis, c'est quand même un monsieur qui a joué au PSG, c'est pas n'importe qui. Donc, du coup, il venait pas comme ça. Ok. Et donc, ouais, il y avait des moyens. Le club, il appartient à qui? Après, ça, je le sais pas vraiment, mais je sais que ouais, il y avait des moyens. Ouais. Il y avait des moyens. Effectivement, puis même au niveau des salaires, c'était pas des salaires de troisième division, quoi. Et on gagne combien en Roumanie? Un joueur peut gagner, c'est quoi un peu? Ouais, ouais, bah, du coup, les mecs, il y avait des mecs qui voyaient clair, hein, qui voyaient clair, et puis ils étaient pas du tout à plaindre. Ils étaient pas du tout à plaindre. Déjà, si le coach, Monsieur Selim Benachour, il vient, c'est que après lui, il n'y a pas de problème, hein, c'est qu'il pouvait assumer son salaire, c'est que déjà, il allait pas venir pour 1 euro ni gratuit, quoi. Donc, ce qui est normal, hein. Et Donc, quoi? Et tu dis quand il est arrivé, toi, ça s'est pas bien passé, t'as dû partir, c'est ça? bah ouais, en fait, quand il est arrivé avec son agent, du coup, et son agent, je pense que, bah, c'est pas je pense, c'est qu'il a ramené des jeunes joueurs à mon poste et tout, etc. Il voulait un peu les mettre en vitrine, quoi. Et parce que moi, dès qu'il est arrivé, le coach, la saison, elle n'est pas commencée, c'était pendant la prépa, sachant que la prépa, j'ai fait une grosse prépa, j'ai joué quasiment tous les matchs titulaires, sauf des fois, il faisait tourner. Mais à partir de là, premier match officiel, Coupe de Roumanie, je suis même pas dans l'équipe, je suis en tribune, donc du coup. Du coup, à partir de là, ça commençait à sentir mauvais. Et puis après, il y avait des échos dans le vestiaire comme quoi il y avait une blacklist des joueurs qui devaient partir et tout, etc. Moi, je prenais pas trop ça au sérieux. Mais au fur et à mesure du temps, ouais, ça s'est vraiment concrétisé, hein. Ok. Et donc, assez rapidement, tu t'es dit, bah, en fait, je vais poser mes valises ailleurs. Ouais, assez rapidement, j'ai pas eu le choix parce que moi, j'ai vraiment aimé, je voulais rester là-bas. Donc, du coup, on m'a dit, bah, écoute, nous, on veut pas te garder. On veut pas te garder. Donc, du coup, il va falloir que tu trouves un point de chute. Un point de chute. Et puis, du coup, ils m'ont donné quelques mois de salaire. Ils m'ont donné mon billet d'avion, pour Paris. Et moi, j'ai dit au coach, ouais, mais sauf que coach, moi, j'habite pas à Paris. Et du coup, je dois rentrer à Nancy. Puis lui, il a rajouté au bout, il m'a payé mon billet de train. Ok. Donc, première expérience très mitigée, en fait. Toi, tu voulais rester et Très, très mitigé. ça s'est pas bien passé, en fait. Ouais, après, sur le terrain, ça s'est bien passé. Mais en fait, là, c'est vraiment les aléas du foot que je découvrais, en fait. Que je découvrais, puisque je suis novice dans le métier. Donc, du coup, ce genre de choses, pour moi, c'était t'es bon, tu restes. Alors que là, c'est plus une histoire de conflit d'intérêts, en fait. Les mecs qui ramènent leurs joueurs et tout. Donc, après, bon, voilà, c'est le football, quoi. Cette facette du foot, moi, j'étais un peu comme dans le monde des bisounours, hein. Je voyais pas tout Je suis ça. bon Je sur voyais le pas terrain, cette je joue, facette-là. quoi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, du coup, pour moi, c'était bon, bah, je connaissais pas et j'ai dû vite connaître et vite m'adapter. Et donc là, franchement, première expérience, tu rentres à Nancy. euh, qui se passe quoi dans ta tête, tu vois? T'étais prêt tu voulais repartir. Tu dis quoi à ton père à ce moment-là? Bah, mon père, déjà, je lui dis même pas que je rentre à Nancy. Moi, après, c'était plus. Moi, dans ma tête, j'ai un mental et j'ai un moral. Il y a rien qui peut m'arrêter. Mais ce qui peut me faire mal, c'est plus mes proches. C'est par exemple ma deuxième maman, mes sœurs de cœur, ma mère. C'est plus. Euh, comment ça peut les affecter en fait. Moi, c'est plus ça qui peut me faire mal, mais sinon de moi-même, bah, je suis rentré, je me suis dit, bah, écoute, faut trouver une solution. Faut trouver une solution parce que moi, je me voyais pas aller taffer ou aller à l'université et tout ça. Moi, fallait retrouver un club à l'étranger, coûte que coûte. Et donc là, tu repars. Là, tu es reparti en Bulgarie cette fois-ci. C'est ça, je repars 2, 3 semaines après. Moi, j'adore ces moments. Comment la Bulgarie peut arriver. Voilà, comment on peut te proposer un contrat en Bulgarie, quoi. Comment on peut me proposer un contrat en Écoute, Bulgarie? En fait, si tu veux, alors là, c'est une histoire de contact aussi et de connaissance. J'ai mon grand frère de cœur, Maki Bagnac. Alors, Maki, bah, il a joué au Barça. Il,
Donc, du coup, il est footballeur professionnel aussi, etc. Donc, du coup, pareil, il a fait parler son carnet d'adresse pour moi et il a parlé à un agent. Il a dit, bah, écoute, j'ai mon petit frère. Sachant que Maki et moi, on a une très, très forte relation. Donc, du coup, il me considère vraiment comme son petit frère et moi comme mon grand frère des foot. Souvent, même, je dis que j'ai un grand frère qui joue au foot aussi et c'est lui. Et donc, du coup, il arrive à me trouver quelque chose en Bulgarie. Et, de toute façon, à cette période-là, j'étais dans une situation où je n'avais pas le choix que d'accepter. Parce que quand tu es jeune professionnel, tu es jeune joueur, tu peux pas te permettre d'être sans club comme des mecs qui ont fait 100 matchs de Ligue 1 et tout le monde les connaît. Et puis pour eux, déjà, ils ont une assise financière qui leur permet de rester comme ça sans club. Moi, j'ai pas ce luxe-là. Donc, du coup, je me suis dit, bah, écoute, va, joue, fais-toi plaisir et puis montre de quoi tu es capable. Mais comment ils te font confiance? Comment ils te connaissent, toi? Ils voient ton CV, les gens en Bulgarie, par exemple, là, comment tu n'avais pas vraiment de stats? Non, j'ai pas de stats, mais c'était une vidéo en fait. Comme j'étais en Roumanie, donc du coup tous les matchs ils étaient filmés pendant la Ouais, prépa, tout. ils voient, tu J'ai peux fait leur un envoyer ça, petit quoi. montage. Ouais, c'est ça. Donc du coup je fais un petit montage, j'ai envoyé à l'agent il a parlé au club et puis comment dire ça, et puis ça s'est fait comme ça. Sachant que après on a appris que cet agent c'était pas vraiment le meilleur des agents quoi. Il voulait me faire signer un contrat avec lui, mais c'était un contrat franchement rocambolesque quoi. Bref. Pourquoi? Comment ça? C'était compliqué. Moi, c'était un contrat qui me liait avec lui sur 4 ans. Déjà, c'est interdit. Normalement, c'est 2 ans Ah, max un lié contrat avec avec. l'agent. Hmm. Ouais, c'est ça, Ok. lié avec l'agent. Puis il y avait des clauses à chaque fois. Si par exemple, je faisais quelque chose et je l'avertissais pas, je payais 25 000 € de pénalité. Si je voulais casser le contrat, il fallait payer 300 000 €. Enfin, bref, Ah, de la folie. c'était Mais t'as vraiment. pas signé Ouais, ce c'était contrat. vraiment de la faute. Non, j'ai pas signé ce contrat. Et puis lui, il me disait qu'il me mettait la pression. Il me disait, si tu signes pas ce contrat, moi, je vais dire au club de différer. Ok, parce que t'étais déjà arrivé en Bulgarie. J'étais déjà arrivé et tout, etc. Ouais. Et là, en Bulgarie, tu vivais où? C'était où? Je vivais à l'hôtel. Ok, mais dans quelle ville? Je vivais alors à Drianovo. C'est à 2 heures, 2 heures de Sofia, ouais. 2 heures de Sofia, et puis la plus grande ville à côté, c'est Veliko Tarnovo. C'est vraiment pas mal, c'est joli, c'est chouette. Ah ouais. Et t'as été bien accueilli en Bulgarie? Bien accueilli, ouais, ça va, ouais. Ça va, plutôt pas mal, ouais. Après, de toute façon, je m'attendais pas au tapis rouge et tout, etc. Mais ouais, plutôt pas mal. Et donc là, encore une fois, toi, tu vas pour jouer au foot, pour avoir des stats et pour Ouais, gravir les voilà, c'est échelons. ça. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, moi, à partir du moment où je suis parti dans l'Est et tout, même si je savais que j'allais pas postuler forcément à jouer direct dans une D1 et tout, mais c'était petit à petit gravir les échelons, sachant qu'à cette époque-là, j'étais assez impatient. Je me disais, oui, bah, c'est vrai, là, tu commences à avoir 19 ans, 20 ans. C'est direct que tu puisses jouer en D1 et tout, alors que maintenant, je suis plus tranquille par rapport à ça. Je travaille et puis petit à petit, c'est vrai que ça s'ouvre, quoi. Ouais, parce que en fait, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi ton objectif? Moi, mon objectif, c'était de jouer dans une D1. C'était de jouer dans une D1 pour. Mon objectif, c'est vrai qu'il a un petit peu changé parce que moi, dès que je suis parti à l'étranger, c'était plus dans une optique de. Oui, bah écoute, tu vas jouer dans une D1 dans un pays de l'Est, tu vas faire peut-être 1 ou 2 saisons, puis après, tu vas peut-être prétendre à revenir dans des pays là où le foot, comment dire, c'est un peu plus suivi pas ouais, les 5 grands championnats, on va dire ça, ou s'en rapprocher, comme des championnats comme la Pologne, c'est de très bons championnats, la Grèce, c'était soit ça, ou soit c'était revenir, ouais, peut-être par exemple en France en Ligue 2 ou quelque chose comme ça, ouais, c'était plus ça l'objectif. Mais après, c'est vrai que plus je prends de l'âge et plus je commence à vraiment kiffer le fait de voyager. Maintenant, je suis plus ouvert à. Je joue en D1, par exemple, là, je suis en Albanie, je joue en D1, faire quelques saisons et puis aller vers le marché asiatique. Qu'est-ce que ça t'apporte le voyage, t'as l'impression? Qu'est-ce que ça m'apporte? Déjà, ben, ça m'apporte une ouverture d'esprit que j'avais pas. Ça m'a permis d'apprendre des langues, ça m'a permis de découvrir des choses. Parce que moi, déjà, les pays de l'Est, je connaissais pas grand-chose des pays Ben ouais, de mais en l'Est. vrai, très peu de personnes en France connaissent bien ces pays-là. C'est ça. Mais finalement, c'est vrai qu'à force d'y être et tout, je vais pas dire que je suis tombé amoureux, c'est un petit peu trop fort, mais c'est vrai que je kiffe, ouais. Ouais. C'est C'est quoi, vrai que je kiffe en tu te sens bien, Bulgarie. là, tu te sens bien, t'es en Albanie, t'aimes bien ton rythme de vie, t'aimes bien les gens là-bas? Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que là, je kiffais vraiment quand j'étais à Varna. Après, l'Albanie, j'aime vraiment beaucoup aussi.
Mais à Varna, j'étais dans une grande ville en Bulgarie, donc du coup, j'avais la mer Noire et tout. C'est vrai que ça offre un confort de vie, mais ce que j'aime bien dans les pays de l'Est, c'est ouais, c'est la vie en fait, hein. La vie, elle est pas chère. Je suis tranquille ici. C'est vrai que je commence à vraiment aimer, ouais, je commence à vraiment aimer ça. Et puis, j'ai appris la langue carrément, donc ça veut dire Où j'ai ça, des en bonnes Albanie? notions. En Bulgarie, ouais, j'ai des solides notions en bulgare. Donc du coup, et puis là, en Albanie, bah, je comprends la langue et puis petit à petit, j'apprends, ouais. Moi, c'est ça qui me plaît dans le voyage aussi. Parce qu'après ma carrière de footballeur, bah, la vie, elle s'arrête pas, elle continue. C'est ça. Donc du coup, moi, je trouve ça super enrichissant. Puis, je sais pas, moi, demain, j'aurai sûrement des enfants, ben, leur parler anglais, leur apprendre des choses. Bah, ça serait par le biais de ma carrière de footballeur. Donc du coup, ça, j'en suis très content, ouais. Ouais, c'est marrant, parce qu'en général, ceux qui... tu sais, en général, les gens, les joueurs, ils ont plus de vécu en France et après, ils partent un peu plus tard à l'étranger. Mais on voit, toi, que très très vite, tu as pris cette décision. Bah, c'est pas anodin, tu vois. Donc, cette envie de découverte. Ouais, c'est vrai qu'il il y en a pas beaucoup, ouais. Parce que c'est vrai qu'après partir à l'étranger, il faut avoir un solide mental et puis il faut être bien accompagné aussi, surtout. Des fois, ça peut être risqué, mais moi, je sais que j'avais le mental, j'ai le mental. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'accompagnement, ça a pêché un petit peu, mais bon, après, on peut toujours rectifier le tir. Et donc là, en Albanie, tu joues en deuxième division. C'est ça, le club, il est redescendu en D2. Voilà. Mais c'est un club connu, historique du pays. Ça, en fait, bah, c'est un club souvent qui peut faire le yo-yo et tout, etc. Mais c'est un club, comment dire, l'année dernière, on était en D1. Après, c'est vrai qu'on descend et que c'était évitable. C'était vraiment évitable. Je crois qu'à 3, 4 journées de la fin, on avait 6 points ou 7 points d'avance sur le premier relégable. Donc, du coup, c'était vraiment, vraiment évitable. Après, il y a un concours de circonstances qui fait que on descend. On descend. Par exemple, il y a un match qu'on ne doit pas perdre. On gagne 1-0 jusqu'à la 82e minute. On se fait égaliser. Et puis, c'est le match qui nous fout dedans, quoi. Donc, du coup, après ça, c'est le football. Mais là, en D2 bon, on a 8 points d'avance sur le deuxième. Et faut qu'on continue comme ça, ouais. Sachant que moi, je suis dans un club où le président, moi, j'aime bien sa manière de voir les choses par rapport aux jeunes. C'est un président qui fait confiance à la jeunesse. Et il n'hésite pas à exposer des jeunes pour pouvoir les revendre. Donc, du coup, ça, c'est un peu sa politique à lui. Donc, du coup, moi, c'est quelque chose qui peut m'être bénéfique. Tu me disais un truc assez intéressant avant qu'on enregistre, que tu es parti de la Bulgarie pour l'Albanie, parce que l'Albanie, c'est un championnat qui a l'habitude, qui historiquement exporte beaucoup de joueurs, donc tu t'es dit c'est un bon tremplin. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai fait une analyse et puis ça se matérialise parce que moi, j'ai vu aussi ici, parce que du coup, maintenant, je peux comparer entre la Bulgarie et l'Albanie. La Bulgarie, c'est vrai que le niveau est un peu plus élevé, les conditions sont peut-être meilleures et tout, mais c'est vrai que en Albanie, le marketplace, ici, en jouant ici, il y a plus d'opportunités d'aller vers ce que moi je recherche, c'est-à-dire des pays qui peuvent être le Kazakhstan, la Turquie, les pays du Golfe et tout. Donc, c'est vrai qu'ici, il y a plus d'opportunités par rapport à ça, ouais. Ouais, et ça, c'est quoi? C'est une analyse que tu as faite toute seule? On t'a conseillé? Ça se passe comment? Bah, c'est une analyse que j'ai faite toute seule, puis même avant de venir en Albanie, j'étais en discussion avec un grand à moi, Edson Sedou, qui joue à Laval, et pareil, il m'a dit que l'Albanie, il connaissait pas forcément, mais il savait qu'il y avait pas mal de débouchés, en fait. Il y a pas mal de débouchés ici. Ok. C'est incroyable ça quand même, ces pays de l'Est dans le football. Et les gens, les clubs sont suivis, il y a des spectateurs. Ouais, c'est vrai qu'ici, c'est un peu des fadas de foot. Ouais, c'est ce que Et j'imagine. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ici, le foot, c'est une place importante. Bah, de toute façon, souvent, bah, sauf peut-être, je dirais, l'Ukraine, la Grèce et tout, etc. Mais sinon, la plupart des pays de l'Est, c'est que le foot. Et la Serbie aussi, parce que au niveau basketball, c'est vraiment pas mal. Mais sinon, c'est que le football, hein. C'est que le football. Et ça se voit, ils viennent au stade à tous les Ouais, niveaux, ouais, même en bah, deuxième ça se division. voit. Ça se voit, ouais. Après, c'est vrai que là, il y a le Covid, enfin, la Covid qui empêche un petit peu, mais c'est vrai que on voit qu'ils aiment vraiment le foot. C'est des pays qui aiment le foot, ouais. Et t'as vécu dans ces trois pays des situations un peu improbables, des anecdotes où tu t'es dit, ah ouais, là, c'est pas la France, c'est pas ce que j'ai l'habitude. Ouais, ouais, bah oui, j'ai vécu des situations drôles et un peu moins drôles, surtout quand j'étais
en Bulgarie, Adrianovo, c'était un petit village. Donc, du coup, il y avait des gens mais qui étaient en charrette, en fait. Ah ouais. Donc, du coup, moi, j'ai la charrette, c'était ce que je voyais en cours d'histoire, peut-être en cinquième, sixième, quoi. Donc, du coup, ouais, je voyais des gens en charrette, quoi. Et donc, du coup, ils utilisaient ça vraiment comme un moyen de locomotion, c'est-à-dire que la charrette, elle avait une plaque d'immatriculation. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que là, on est quand même loin, quand même. Là, je suis parti loin On dans est mon quand même délire, loin. là. Ouais, non, c'est vrai que là, je me suis dit, c'est vrai que là, il y a un très, très grand retard quand même comparé à la France. C'est un pays que j'adore, je kiffe. J'ai encore des contacts là-bas, j'ai des amis là-bas. Et même pour te dire la vérité, je compte y retourner euh, l'été prochain pour les vacances. Ouais, parce qu'on m'a dit, là, Donc la du coup, ville où franchement, t'étais, c'est la même où il y avait Mathias Coureur. Mathias Coureur, ouais, j'ai pu faire la rencontre de Mathias Coureur, le roi de Varna. C'est ça, c'est vraiment fou, non? C'est une légende là-bas. Ouais, non, mais franchement, là, c'est pas des salades, hein. À Varna, Mathias, c'est vraiment le boss, en fait. Ah, C'est ok, vraiment ok. le J'étais boss pas quand sûr tu. s'il exagérait ou il exagérait sur son cas, mais non, tu me dis que c'est vrai. Non, 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 c'est vraiment, c'est le chef là-bas, c'est le maire de Varna. Tu sors avec lui, non, mais même, on était au restaurant, mais truc de fou, tu vois, genre Mathias Coureur. Ou des fois, moi, j'étais le voir un amical et tout, les gens, c'était que Mathias Coureur, quoi. Ah ouais, ouais. Ouais, il m'expliquait que le coach n'avait plus le droit de le sortir, que voilà, c'était lui Ouais, c'était, c'était lui le c'était, boss. c'était, ouais, c'était que lui. C'était que lui. Moi, par exemple, j'allais faire mes courses et tout par moment. On me demandait si je jouais pour le Tchernomoré parce que moi, il y a deux clubs à Varna. Moi, j'étais au Spartak Varna. Il y a une rivalité avec le Tchernomoré. Et donc, du coup, quand je leur disais que j'étais joué pour le Spartak, et eux, direct en référence, nous, c'est Tchernomoré et Mathias Coureur. C'est un mec qui travaille dans le supermarché. Le premier truc qu'il me dit, c'est Tchernomoré qui colle avec Mathias Coureur. Ah ouais, c'est fou. C'est vraiment un truc de fou, l'empreinte qu'il a laissée là-bas. Ça, c'est que le voyage qui te permet d'avoir ces histoires, t'imagines, on se rend pas compte. Franchement, moi, quand je vois Mathias, par exemple, ce qu'il a fait, parce que j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois et de discuter avec lui. Après, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est un grand frère qui dit la vérité, qui est caché dans ce milieu du foot. Souvent, c'est beaucoup de langue de bois et tout, etc. Et quand moi, je vois, par exemple, ce qu'il a fait au niveau de sa carrière, le bagage qu'il a pu avoir au niveau des langues et tout, etc., c'est très, très enrichissant. Et puis quand je vois aussi l'empreinte qu'il a pu laisser, parce que si c'est juste, enfin, après, chacun voit midi à sa porte par rapport à ça. Mais c'est vrai que être le joueur lambda que personne ne calcule dans je ne sais quelle division en France et être Mathias Coureur à Varna, c'est vrai qu'on peut y réfléchir. C'est vrai qu'on peut y réfléchir. Ouais. Donc c'est ce que tu es en train de dire de plus en plus. Tu as continué à voyager parce Ouais, que moi, c'est ce que tu peux aller chercher. ouais, c'est ça. Moi, c'est un peu. Après, moi, je m'en suis jamais caché, hein. C'est un peu maintenant essayer de suivre les traces de Mathias Coureur, ouais. Ouais, voyager et puis voyager et puis jouer au foot et puis gagner ma vie décemment. C'est aussi ça aussi l'objectif. On va pas se mentir que c'est aussi ça, ouais. C'est voyager, Et euh, vivre du football. Mm. voyager, voir loin et vivre du foot, ouais. Et tu vois, donc là, toi, tu t'es fait des amis là. C'est quoi? T'as un peu raconte-nous un petit peu ta routine ou tu fais quoi? C'est quoi ta vie en dehors du football? Là, actuellement, c'est vrai que je suis dans une toute petite ville, donc du coup, je suis souvent à l'hôtel. Je parlais avec mes proches, je parlais avec ma future femme. Donc du coup, c'est plus ça, ma vie. Après, c'est vraiment beaucoup rythmé par les entraînements. Après, c'est vrai que de temps en temps, je peux sortir, boire un petit café ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que là où je suis, il n'y a pas grand-chose à faire. Dans mon équipe, il y a quelques étrangers. Il y a deux Grecs, deux Nigérians, euh, deux Brésiliens et puis un Serbe. Serbe, après, bon, il y a d'autres étrangers, mais on les compare. Il y a des Kosovars, mais ils parlent la même langue que les Albanais et tout. Et puis, il y a trois Macédoniens. Et vous échangez quasiment tous en anglais du coup. Tous en anglais. Et puis, moi, avec comment dire, ceux qui parlent le serbe ou le bulgare, en bulgare. Et tu sens que toutes ces expériences, tu t'améliores, on va dire, tu atteins des paliers à chaque fois. Ouais, je sens que je progresse. C'est ça qui est encourageant. Par exemple, là, en venant ici,
j'ai franchi le palier de la D1. Après, c'est sûr qu'on est redescendu direct et j'ai pas eu énormément de temps de jeu en D1. Mais c'est déjà un palier de franchi d'être dans un groupe D1, de signer dans un club de D1. Ça, c'était quelque chose qui était dans mes projets et qui était un objectif. Et ça a été fait. Et puis maintenant, ça va être de se stabiliser en D1 et puis de faire des matchs, ouais. De faire des matchs et de pas seulement faire des matchs, mais faire des matchs de bonne qualité pour pouvoir me montrer. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Bah, me souhaiter la santé déjà, la santé, pas me blesser. Pas me blesser, la réussite et puis que du bonheur, quoi. Bah, en tout cas, bah, je te le souhaite et je pense qu'avec ton état d'esprit et cette détermination, c'est sûr que tu vas réussir. Ouais, non, mais c'est sûr, mais moi je suis prêt à prendre rendez-vous dans quelques années. Après, de toute façon, il n'y a pas de secret. Moi, je pars du principe qu'avec le travail, la bonne volonté, la persévérance, parce que des fois, c'est pas évident. Il y a des moments de faiblesse quand on joue pas forcément. Quand des fois, ça se passe pas forcément bien, t'as envie de tout faire valser et te dire, bon, allez, je rentre à la maison. Mais en étant sérieux, je sais que je vais y arriver, je m'en fais pas, c'est juste une question de temps, quoi. Moi, je suis sûr de mes forces, donc du coup, je m'en fais pas. Encore une fois, tu vas y arriver et tu vas surtout arriver à apprendre des choses et à continuer à avancer dans ta vie et pas que t'arrêter aussi à penser qu'à la carrière. C'est ça, après, plus le temps passe, moi, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'apprendre. Alors qu'avant, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Mais maintenant, c'est vrai que quand tu te lances là-dedans, c'est vrai que ça devient addictif, en fait. Limite là, t'as envie de voir un autre pays, t'as envie de. Après, du coup, tu peux les comparer aussi. Du coup, tu peux comparer, bah, ici c'était comme ça, de l'autre côté, c'est un peu mieux sur ça et tout, etc. Donc, du coup, moi, je suis vraiment dans cet état d'esprit. Après, déjà, je suis bien concentré sur mon travail, ce que je dois faire ici, mais c'est vrai que j'ai hâte et je suis quand même excité de savoir où est-ce que je serai, qu'est-ce que sera la prochaine destination. Ouais, bah, c'est génial comme état d'esprit. Je vous laisse découvrir maintenant cette deuxième partie où Lionel se confie plus longuement sur le racisme qu'il vit et qu'il subit dans ces différents pays d'Europe de l'Est. Vous allez voir que Lionel a un sens de l'analyse vraiment poussé et une ouverture d'esprit hors du commun. Quand j'étais en Bulgarie, je m'étais fait agresser. Je rentrais chez moi, il y a une voiture qui voulait m'écraser, en fait. Et donc, heureusement que à ce moment-là, je sais pas, après, moi, je suis très croyant, mais à ce moment-là, je sais pas pourquoi j'ai eu la présence d'esprit de pas être sur mon téléphone, sachant que quand moi je marche, j'étais tout le temps sur mon téléphone là-bas. C'était le truc qui me reliait avec ma famille. Il faisait noir, je rentrais dans l'entraînement. Puis, je vois une voiture arriver, je laisse mon téléphone, je le mets dans ma main et tout. Et puis, la voiture, d'un coup, elle s'est déportée vers moi, en fait. Elle s'est déportée vers moi et moi, je me suis décalé, je suis arrivé en bas de mon appart. Et après, la voiture, elle a fait demi-tour et elle commence à m'insulter, en fait. Après, je suis vite rentré. En plus, la porte, il y avait un petit jeu, tu vois. Il y avait un petit jeu en bas et tout, c'est-à-dire, je me suis dit, vas-y, rentre vite. J'ai direct appelé mon président, je lui ai dit, moi, si je suis pas en sécurité, là, je rentre chez moi. Mais qu'est-ce Parce qui que s'est le mec, en passé? plus, je me suis dit à tout le monde. Qu'est-ce Bah, que qu'est-ce après, qu'il voulait? bah, je sais pas ce qu'il me voulait. Bah, juste, il m'a insulté de noir, de singe, comme ça et Ah, tout, tu vois. du racisme violent. Tu vois, il m'a insulté comme ça. Donc, après, j'ai appelé mon président, je lui ai dit, moi, si je suis pas en sécurité, je m'enfuis, toi, je rentre. Je rentre, je rentre. Surtout, tu sais, moi, j'avais peur, je me disais, mais la route, elle était pas éclairée, en fait, elle était en contrebas un petit peu. Je me suis dit, à tout moment, il peut me faire un guet-apens, il peut se cacher quelque part. Je me suis dit, j'ai plein de questions à ce moment-là. Je me suis dit, mais là, il fait noir, il va te mettre un coup de couteau, il va te tirer dessus, il te prend ton corps, tu sais, personne n'a trop vu, il fait noir. Mais ça, c'était pas à Varna. Tu vois, non, c'était pas à Varna, c'était dans le petit village, là, tu vois. À Varna, j'ai kiffé ma vie, mais dans le petit village, c'était ça. Je me suis dit, mais là, il se passe quelque chose, là. Et on te retrouve pas, tu vois. Non, il y a vraiment, t'as les grandes villes et après le reste, quoi. Le reste, c'est vraiment. À ce moment-là, ouais, je suis pas quelqu'un de peureux et tout, parce que bon, voilà, je viens d'un quartier et tout, j'ai vu pas mal de choses et tout. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, t'es seul, t'es... t'as pas de quoi te défendre. Tu En t'es plus, imaginé là-bas, le c'est fait le port divers d'armes, je crois. glauquissime, quoi. Ouais, tu vois, je me suis dit, en plus, là-bas, le port d'armes, tu sais, des fois, quand tu rentres dans un endroit public, ils te mentionnent que ici, le port d'armes est interdit, tu vois. Je me suis dit, en plus, les mecs, putain, s'ils sont armés, tout ça et tout, je me suis dit, oh là là.
Là, je me suis dit: «Comment je vais faire pour rentrer chez moi?» Tu vois? Il sait là où j'habite, tu vois? Il peut m'attendre, j'avais peur. Putain, et après, Du plus coup, j'ai jamais dit à rien? mon président. Après, bah, en fait, mon président, comme c'est un mec de la mafia aussi, machin et tout, tu vois? Il m'a dit: «Bon, bah, on va assurer ta sécurité, il y aura tout le temps quelqu'un avec toi qui va t'accompagner ou qui va te suivre discrètement en voiture s'il y a un souci et tout machin». Après, plus rien. Ah ouais. Et ça, tu le voyais, le mec, ou non? Celui qui te Ouais, proté- j'ai vu son visage, ouais. Mais celui qui te protégeait, après. Ouais, bah, je voyais en fait la voiture qui me suivait, ouais. Et ça t'a pas... Tu t'es pas dit, là, à ce moment-là, je rentre en France, allez, j'en ai marre, c'est quoi ce truc? Non, après en vrai là, il y a rien qui peut m'arrêter en vrai, tu vois? Il y a vraiment rien. Après ça, c'est des trucs sachant que moi comme je t'ai dit, moi, c'est des choses où je peux pas moi, par exemple, ma mère, elle fait de la tension, tu vois? Je peux pas lui dire ça. En plus, moi, je suis fils unique de ma maman, je suis fils unique. Je peux pas lui dire: «Beh, écoute, là, ton enfant, peut-être qu'il va se faire tuer», tu vois? Ou il y a eu ça, puis sachant c'est une maman, tu vois? L'instinct maternel, elle va se dire: «Mais attends, mon fils, il est loin». Du coup, c'est vraiment ça, c'était vraiment le truc de ouf. Après, le deuxième petit truc de ouf, c'était la mi-temps d'un match, j'ai reçu une bouteille dans la tête, tu vois? J'allais au vestiaire et tout. Et ce qui m'avait marqué, c'est que c'était un jeune. Hmm. Ça aussi, dans ce C'était un village jeune. en Bulgarie? Non, c'était à l'extérieur, ça. Parce qu'après, moi, du coup, quand j'ai commencé à jouer, tu sais, par les bonnes perfs, tu t'intègres vite et on t'aime vite, tu vois? Mais c'était, à Pavlíkeni, je crois, on jouait contre eux et puis, ce qui m'a marqué, c'est que c'était un jeune, puis il m'a insulté, tu vois? Et je me suis dit, moi, la réflexion, que je me suis fait, je me suis dit: «Mais comment à cet âge-là, on peut être déjà aussi stupide ou raciste?» Tu vois? Tu vois? Comme parce qu'un adulte, tu me dis: «Bon, voilà», je te dis: «C'est un con», tu vois? Tu vois? Mais là, à cet âge-là, je me dis: «Mais comment un gamin, il peut déjà être con à cet âge-là, où il peut être abruti?» ou tu vois? Genre en mode, je me dis: «Mais c'est un enfant». C'est ça, moi, qui m'a choqué, alors qu'un adulte, tu sais, des adultes, tu plus rien d'eux, tu vois? C'est des mecs, il y en a, c'est des confinis, tu vois? Tu te dis: «Bon, c'est un adulte, machin, il est braqué sur ses positions, machin et tout», ouais. Mais là, tu te dis un enfant, tu vois? C'est ouais, ça m'a fait quelque chose, ouais. Bon, là, bah, après la bouteille, tu sais, ça, le racisme, tu sais, je m'en fous. Enfin, je m'en fous, enfin, je fais abstraction. Mais tu vois, le fait que ça soit un enfant, moi, c'est ça, moi, qui m'a le plus fait mal, tu vois? Je me suis dit: «Mais il a l'âge d'être, mon neveu, ma petite cousine, ma Mais nièce», quoi, ou tu vois? tu t'es retourné, tu t'as vu ça, tu t'es fait, mec, tu fais... Bah, en fait, je me suis énervé et après la sécurité, elle est venue, elle m'a dit: «Ouais, écoute, va au vestiaire», tout ça et tout. Donc du coup, ils ont fait le petit truc, genre en mode, tu sais, ils te protègent des bouteilles, là, ils mettent des boucliers et tout, machin. Mais après, ouais, après contre-coup, ouais, même là, avec le recul, je me dis: «Mais comment ça se fait un enfant, tu vois, normalement, ça, c'est pas des trucs d'enfant, ça. Un enfant à l'âge là, tu vois, enfin, je sais pas, moi, tu vois, j'ai pas d'enfant et tout, mais je me dis, à l'âge là, un enfant, il pense pas à ça, tu vois, il sait pas la différence. Est-ce que tu te dis que tu as un rôle? Bien sûr, j'ai un rôle d'exemplarité déjà de un, et de 2, bah, mon rôle, c'est de leur montrer que c'est erroné, tu vois, ce qu'ils pensent, tu vois. Et moi, tu vois, j'ai tout partout là où j'ai été, j'ai toujours veillé à avoir une bonne image, tu vois, à bien me comporter. Pas qu'on dise: «Ah bah voilà, voilà, voilà encore le noir là, bah voilà, c'est encore lui, bah en fait, tu sais, ah bah finalement on avait raison», tu vois. Du coup, ouais, moi j'ai un rôle, ouais, clairement, clairement. J'ai un rôle. Après, c'est malheureux qu'on puisse, faire plus que les autres, tu sais, qu'on puisse se mettre là, genre en mode, tu sais, je suis pas l'abbé Pierre, moi, tu vois ce que je te veux dire? Donc du coup, c'est ça qui est dommage, mais comme apparemment on doit le faire, donc du coup, bah, ouais, moi j'ai pris le truc à cœur, tu vois? C'est pour ça même, dans ma tête, bah, écoutez, je vais apprendre votre langue, tu vois? Tu vois? J'ai poussé le truc vraiment loin, tu vois? Je vais apprendre, mais je parle leur langue, tu vois? Ouais, des fois, ils sont là, ils s'ouvrent la bouche et tout, il y a limite une mouche qui rentre, ah bah, un noir qui parle le bulgare, et bah, ouais, ça existe. Tu vois? Mathias Correr, il comprend, lui, il arrive à lire même, tu vois, le bulgare. Je me suis dit: «Bah, ouais, écoute, bah, ça va être comme ça». Et donc du coup, j'ai jamais fait d'histoire, j'ai toujours été réglo, toujours bien avec les gens, tu vois, dans la rue, tout ça et tout. Bah, pour leur montrer que, ouais, on est exemplaires, on est comme eux, on fait les choses bien et tout et cetera. Ouais, mais en même temps, tu dis quand la tristesse du truc, mais bon, c'est une réalité. Un blanc qui arrive là-bas à 22 ans comme toi, à 20 ans, bah, il se pose pas toutes ces questions, tu vois. Il n'est pas obligé de se dire, ah, je dois être exemplaire, je dois faire attention parce que, voilà, je dois véhiculer je sais pas quoi, tu vois, c'est une Bah, pression, bah.
Après ça va même au-delà du foot, tu vois? C'est-à-dire que nous, les personnes noires, même dans la vie, tu dois te poser plus de questions, tu dois faire plus de trucs qu'une personne blanche. C'est enfin, peut-être maintenant ça commence à se tasser ou je sais je suis pas exactement trop, mais c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on doit faire plus que les autres. Tu sais, moi, quand j'étais un peu plus jeune, je voyais pas tout ça, tu sais, j'entendais toujours même Zidane, il a dit: «J'ai toujours dû faire plus 2 fois plus qu'un blanc», mais tu vois, ça, c'est des trucs que tu vois pas trop, mais quand tu commences à le vivre, là, tu commences à voir que c'est différent, tu vois? Tu commences à te dire: «Ah oui, hein, hein». Donc du coup et moi, ça a été le cas. Tu dois te poser tu as plus de problèmes. On te demande pas juste de jouer au foot, mais tu as plus de problèmes qu'un blanc, tu vois? Ouais, ouais, tu dois te poser toutes Ça ces après, questions en dehors du terrain, comme tu dis, une c'est attitude, ça, tu réfléchir à ton te attitude. c'est ça, mais après ça, c'est des choses là où, par exemple, le truc classique, tu vas faire une erreur, tu vas rater une passe. On va te tu vois? Parce que c'est toi l'étranger, parce que c'est toi le noir, on va plus, parler, on va plus crier, alors que si c'est quelqu'un de un blanc, tu vois, on dit rien. Après, faut pas voir le mal partout. Moi, les Bulgares, comme je t'ai dit, moi, j'ai plein de potes bulgares, je m'entends très bien avec eux. C'est grave mes sangs, tu vois? C'est grave mes potes et tout, et cetera. Mais c'est vrai qu'il y en a une partie, pas tout le monde, une partie, puis même le racisme dans le monde, c'est pas tout le monde, c'est une partie, c'est des idiots, tu vois? Une petite partie d'idiots, enfin une petite partie, il commence à en avoir beaucoup, mais tu vois, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde et il faut pas voir le racisme partout. Faut par exemple, moi, quand je vois un enfant qui touche ma peau, pour moi, c'est pas forcément du racisme, c'est juste qu'il est ignorant. Tu sais, quand la personne, elle te dit: «J'ai jamais vu de noir», tu veux lui dire quoi? Nous-mêmes, les noirs, qu'on a vu les avions arriver, on était tu vois, on était là. Même les blancs, quand on a vu des blancs arriver, par exemple, moi, tu prends, je sais pas moi, dans ma famille, dans mon arbre généalogique, il y en a, ils commencent à me dire: «Ouais, on a vu des blancs arriver dans», bah, ils étaient pareils, ils touchaient leur peau, tu sais, c'est naturel un peu, tu vois? Ça, c'est pas faut pas se dire: «Ah oui, mais machin et tout». Non, faut pas se positionner en victime et tout, il faut pas baisser sa culotte, mais c'est juste qu'il y a des choses, des fois, ouais, c'est du racisme, mais des fois, ouais, c'est plus de l'ignorance, en fait. Puis quand c'est un enfant, moi, ça me fait plus sourire, tu vois? Il va toucher mes cheveux parce qu'il n'a jamais vu de cheveux crépus. C'est plus des choses, bah, écoute, ça me fait sourire et puis, bah, écoute, tu as appris quelque chose aujourd'hui, bah, tu as touché mes cheveux, tu vois? Après non, j'abuse pas du truc, quoi et je le vois pas partout aussi. Tu vois, là, j'ai pris ces décisions-là. Déjà, un, je peux plus reculer. Deux, c'est un choix. Donc, du coup, quand tu choisis, tu assumes. Tu vois, donc, du coup, je suis plus dans une optique, bah, j'assume, que dans une optique de tu vas te plaindre. Après, oui, c'est pas forcément des choses que tu apprécies et tout, mais tu l'as choisi. Ça fait partie de l'envers du décor et tout, mais tu assumes comme un grand garçon. Du coup, j'assume et puis, y a pas de problème par rapport à ça. Il y a pas de problème et puis moi, ça m'empêchera pas de par exemple, là, il y a 3 semaines, j'étais sur le banc, j'ai reçu un pétard dans le mollet, tu vois? J'ai encore la cicatrice dans le mollet. Après, c'est des trucs, est-ce que ça va m'arrêter? Non. Est-ce que oui, ça peut t'énerver? Oui, parce que c'est humain, mais est-ce que ça va m'arrêter? Non. C'est comme ça. Mais ça, mais pas, encore une fois, cet exemple, mais là, tu penses que tu étais visé? Oui, j'ai été visé, ouais. Après, j'ai eu deux trois petites réflexions sur ma couleur de peau, tu vois? Ah, Mais ok, donc même en Albanie, tu peux vivre des choses comme ça. ici, les gens, fondamentalement, tu vois, ils sont pas surpris, ils sont pas, «Ah oui, il y a un noir», ils sont pas là à te regarder, non, tu vois? Le racisme, en tout cas ici, je le sens vraiment pas ou en tout cas, je l'ai vraiment pas senti comme en Bulgarie, tu vois? Mais vraiment, vraiment pas. Après là, oui, c'est vrai que j'ai eu 2-3 des idiots, tu en auras partout, même en France, tu as du racisme, tu vois? Tu vois, là, c'était peut-être deux trois idiots et tout machin ou peut-être une tribune d'idiots et puis après, ouais, ils essaient de me viser, tu vois? Genre, après moi, je comprends, hein, l'Albanie, donc le mec, il était en train de me dire: «Ouais, bah, écoute, les bananes sont finies au Congo, machin et tout». Parce que moi, il me considère pas comme français. Le mec, il va te dire: «Oui, mais non, mais tu es africain». Je lui dis: «Mais non, mais moi, je suis français». «Oui, mais non, tu peux pas être mais non». Il m'a «Oui, mais non, mais» plein de fois, j'ai dû montrer mon passeport. Oui, bah, non, mais les gars, j'ai un passeport français. Oui, mais non, mais écoute, 1, tu noir et 2, mais c'est quoi tes origines? Tu es OK, d'accord, oui, bah, on a entendu que tu as un passeport. Ou souvent, on va te dire, ici, ça c'est ici ou ailleurs, souvent, c'est les phrases de: «C'est un Congolais qui joue avec un passeport français». Tu vois? Ça, c'est la phrase. Tu vois, dans le foot, parce que maintenant, tu sais, les histoires de passeports, les extracommunautaires et tout, machin et tout, c'est important d'avoir un passeport UE et donc du coup, on va te dire: «C'est un noir qui joue avec un passeport».
Français. Tu ne seras pas français pour eux et tu ne le seras jamais. Sûr que quand tu vas dans l'Est, souvent, moi, par exemple, je leur dis, bah, écoute, moi, je suis joueur de foot professionnel, je suis en Bulgarie ou je suis en Albanie. Le premier truc, c'est le racisme. Après, ici, en Albanie, c'est différent. Le premier truc, c'est la mafia, tu vois. Tu vois, c'est souvent des préjugés ou des a priori, mais c'est pas justifié pour tout le monde et c'est pas partout. Ouais, c'est un beau, rien que ça, c'est un beau message de faire passer, tu vois, parce que comme on n'aime pas les généralités d'un côté, ben on les aime pas de l'autre. C'est ça, c'est ça. Faut pas diaboliser ces pays-là, genre les pays de l'Est, ah oui, non, faut pas diaboliser, faut dire la vérité. Il y a une histoire, je sais pas qu'il y a, c'est pas que ça justifie, mais il y a aussi tout un cheminement, tu vois, pour arriver à ça. Ah, bien sûr, parce que les mecs, j'ai envie de te dire qu'ils naissent pas racistes quand même, tu vois. Ils naissent pas racistes et donc du coup, quand tu prends par exemple le retour en arrière et tout sur certains pays ici, ben, tu te dis, j'ai pas envie de te dire que tu te dis que c'est logique, mais ils ont tellement été embrigadés ils ont tellement été embrigadés que ouais, l'embrigadement a marché. Et c'est vrai que peut-être au fur et à mesure du temps et des générations, ça s'estompe, tu vois. Par exemple, tu prends par exemple des pays de l'Est il y a 30 ans, etc. Je pense que le racisme, il était bien, bien plus fort que maintenant, tu vois. Ouais, c'est pour ça. Faut voir un peu comme ça aussi des fois. Mais quand ça te touche précisément directement, c'est difficile à avoir ce recul et se dire non, mais c'est mieux qu'avant, tu vois. Ouais, après, non, mais c'est sûr que quand tu vis certaines choses, t'as du mal à avoir du recul, t'es plus. Après, moi, je suis quelqu'un dans la vie, je vais pas dire que je suis peace and love, mais je prends du recul sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses. Sachant que moi, au Congo, tu vois, j'ai connu certaines choses qui te font voir la vie de manière différente et tu te dis qu'en fait, est-ce que vraiment c'est grave? Donc, du coup, quand tu te dis est-ce que vraiment c'est grave, souvent, même si ça va être très grave, mais tu vas avoir de la hauteur, tu vois, par rapport à l'événement, tu vois, tu vas pas réagir à chaud, tu vas pas tu vois, alors que des fois, c'est des trucs, tu peux devenir fou. Par exemple, en Bulgarie, des fois, tu vois, tous les regards sont braqués sur toi, tout le monde s'arrête, mais t'as envie de dire, mais ouais, il se passe quoi? Tu peux péter les plombs, tu vois, insulter tout le monde, machin et tout. Mais j'ai jamais été, tu vois, dans ce truc-là. Jamais. J'ai toujours essayé de comprendre, en fait. Moi, c'est ça, en fait. Moi, je veux pas juste, ah oui, ils sont racistes, oui, mais tu vois, moi, je vais essayer de comprendre le cheminement du truc. Par exemple, moi, quand on me touchait la peau, je cherchais pas juste à dire ils sont racistes, tu vois, et je m'arrêtais à là. Non. Tu vois, genre, j'essaie de dialoguer, tu vois, puis le mec, il me dit, bah écoute, c'est pas pour te faire de la peine, c'est pas pour truc, mais moi, j'en ai jamais vu. Je vois ça qu'à la télé, tu vois, c'est la première fois, tu vois. Donc, à partir de là, quand tu commences déjà à comprendre, ah bah oui, c'est la première fois, hein, le petit, déjà, la plupart c'est pas pour dire qu'ils sont pas éduqués, mais c'est pas tout le monde qui a accès à l'éducation. Dans ces petits villages-là et tout, c'est compliqué. Parce que c'est des villages, c'est genre en mode 50, 60 ans en arrière. Là-bas, les villages, il y a vraiment une césure qui est très, 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 très importante. Quand tu le vis vraiment, c'est là que tu sens la violence de la chose. Mais quand ça te touche, faut le vivre en fait. Et du coup, par exemple, les gens qui vont te dire, oui, mais attends, c'est pas si grave que ça. Si tu les mets dans ta peau pendant une journée, juste le fait. Après, j'ai pas envie qu'on se victimise et tout. Moi, j'ai horreur de ça, tu vois. Mais juste, t'inverses les rôles. Parce que la limite de la victimisation, elle est assez fine. Genre en mode, tu vois, t'inverses tes rôles un peu qui sentent un peu la pression que ça fait, par exemple, dans un pays de l'Est ou dans un village quand t'es noir. Ah bah, peut-être qu'à la fin de la journée, il va peut-être comprendre sa douleur, tu vois, il va peut-être se dire, ah non, mais en fait, le frérot, il est pas top. C'est un truc, c'est vraiment utopique, tu vois, c'est juste vraiment le truc utopique, bah, mets-toi dans ma peau pour que tu puisses comprendre. Parce que si je t'explique, tu vas toujours dire oui, tu seras un peu convaincu, mais tu auras toujours une petite réticence, oui, mais tu vois, tu vas toujours essayer de trouver un argument. Alors que quand tu poses des faits, des actes, des trucs, c'est direct, tu sais, des fois, une image vaut plus que 1000 mots, tu vois, c'est paf, c'est direct. Ça sert à rien d'expliquer, vis-le. Et après, on en reparle. Merci Lionel pour cette discussion. J'ai été vraiment bluffé par ta maturité et ton sens de l'analyse. J'étais très touché que tu te livres à moi. Je te dis la vérité, je ressors de cette discussion un petit peu déboussolé, mais vraiment, vraiment touché par ton ouverture d'esprit. Voilà, vous venez d'écouter le 32e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me faire vos retours soit sur les réseaux sociaux, soit par mail à mon adresse hugosanudo@hotmail.com. Je serai ravi d'échanger avec vous. À bientôt!